il est grand, il est beau. C'est Smoke, la grande BD de O'Great. C'est un one-shot. Ok. On connaît O'Great parce qu'il a fait plein de trucs bien. Il a fait Air Gear, il a fait Tenjo Tenge. Je sais plus c'est quoi en français Tenjo Tenge, mais vous allez le retrouver. Enfer et Paradis, merci. Oh là, il est au taquet le chocho. Ah ouais, dis donc, en moins d'une seconde, tu l'avais sorti. Donc, c'est un auteur qui est dithyrambique. J'ai jamais été trop fan, moi, personnellement. J'ai toujours eu un petit peu de mal à suivre ces séries. Je les trouve pas mal, mais... Il fait des gros boobs. Oui, bah ça n'a pas changé, ça. Mais donc là, il s'essaye à la BD. Et la vraie BD. La BD, j'ai envie de dire, franco-belge. En tout cas, dans le format. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est l'édition Cana. Mais on est sur de la BD. BD. Oui, c'est plus difficile de montrer des planches, mais au moins elle brille pas, celle-là. BD. Donc de la belle BD. Grand format, il n'était pas dans le rayon manga classique. Oui, tu m'étonnes. Ah non, mais là, on est vraiment sur... c'est une BD. Il y a une préface, d'ailleurs, très intelligente, écrite par... Ça doit être écrit là. Préface de Denis Bajram, le maître à plus d'1 million de mangas vendus en France pour la première fois en BD. Voilà. Qui écrit notamment que c'est un exercice quand même pas simple de passer à la BD. Alors, l'un des exercices très différents entre le manga et la BD, qui est dit dans la préface, et je vais le répéter parce qu'elle est très vraie, le manga, c'est une industrie commerciale. C'est une industrie commerciale, dans le sens où les éditeurs de manga, quand on dit un auteur fait un manga, on va chercher à le vendre le plus possible. Ce n'est pas complètement l'œuvre d'un auteur ou d'une autrice, c'est avant tout l'œuvre d'un éditeur. Et avant tout, l'œuvre pour un magazine de vente. Donc du coup, quand on dit que le manga est commercial, comparé à la BD, c'est dans ce sens-là. C'est pas péjoratif, c'est juste que le but de vente d'un manga et d'une BD sont très différents. Le manga, on doit sortir un nombre de planches par semaine, par mois. Il y a une cadence infernale, contre laquelle d'ailleurs certains auteurs se battent. Par exemple, l'auteur de Hunter x Hunter, Togashi, se plaint de ça et aujourd'hui c'est un des rares auteurs qui arrive à imposer son rythme en disant je publierai mon manga quand je le veux. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes de santé, on est tous d'accord. Mais en gros, il a commencé, comme l'autrice de Sailor Moon, qui est sa femme d'ailleurs, ils ont commencé à dire en fait on en a marre de cette industrie qui nous oblige à tenir des cadences infernales dans lesquelles on bute notre santé à chaque fois. On a zéro... Regardez l'auteur de One Piece, le nombre de vacances qu'il a dû prendre sur les 20 ans de production doivent se compter sur les doigts de la main. Et ça, c'est pas normal. Alors oui, mais c'est l'œuvre d'une vie. Oui, certes, mais une œuvre ne devrait pas tuer son auteur. Donc, du coup, d'accord, mais Smoke fumer, est-ce que le bouquin n'incite pas à fumer? Non, parce qu'en fait, c'est pas une vraie cigarette. Donc, par définition, le manga, c'est une production commerciale qui impose à ses auteurs et autrices d'être vraiment au taquet, de bosser, de rentrer dans les temps les planches, etc. Avec un éditeur derrière eux qui dit là tu dois mettre telle action, là il faut plus d'émotion, là on voudrait bien voir ça, là on voudrait bien ci. Donc en plus en termes de scénario, ils sont pas non plus complètement libres. Donc il faut vraiment voir ça. Il y a Kentaro Miura qui a dit non, et si ça vous plaît pas, je publie ailleurs, et tout le monde le voulait du coup, c'est un cas à part. Effectivement, et puis surtout, il faut d'abord que ton œuvre ait de la valeur pour pouvoir dire je vais me barrer. Donc au début, c'est quasiment impossible de le dire. Donc ça, c'est au Japon, en Corée, Chine, alors moins la Chine, mais Corée, Japon, Webtoon par exemple, Webtoon ont aussi une cadence de dingue. Donc Webtoon, c'est que ça comprend aussi ce genre de fonctionnement. Donc faire ce que tu veux en termes de scénario, c'est compliqué. Typiquement, Sailor Moon, elle avait dit moi à la fin de la première saison, moi à la fin je voulais que tout le monde meure. À la fin de la première saison. Son éditeur n'a pas voulu, elle a changé la fin. Bon, au final, ils ont fait ça dans le dessin animé, la première saison, tout le monde meurt, super. Si vous n'avez pas vu Sailor Moon, désolé, mais sachez qu'elle meurt souvent dans la série. Elle meurt 3 fois tout au bout d'un moment. Voilà. Elle revient, mais elle meurt. Donc, scénaristiquement, ils sont pas hyper libres de ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils ont la trame, mais il y a plein de trucs qu'un éditeur peut intervenir. On n'a jamais eu la fin de X de Clamp à cause de ça. Elles n'étaient pas d'accord sur la fin que l'éditeur voulait produire. Je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, tout le monde disait que la fin qu'elle voulait n'était pas, ça matchait pas. Et donc, parce qu'elles étaient en désaccord, on n'a jamais eu de fin, au final. Voilà. D'un autre côté, donc, on a
on en parle de Gun où c'était l'inverse, il voulait continuer, l'éditeur a dit non, il a fait ok, puis il a continué quand même. Oui, ça peut arriver aussi. D'un autre côté, la BD, c'est différent. La BD, alors la BD, j'ai pas dit que l'éditeur n'intervenait pas dans la BD, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Parfois oui, mais pas souvent, pas toujours. La BD, c'est en fait, tu proposes un projet et l'éditeur dit ah bah oui, je suis d'accord sur ton projet, produis et reviens me voir quand t'as fini. On produit, on lui dit tiens voilà j'ai fait ma BD, super, je la vends et après les pourcentages de vente sont aussi peut-être très différents. Un auteur de BD ne touche pas grand-chose sur sa BD, hein, il doit toucher dans les 5% et encore. Donc, mais le processus créatif est excessivement différent. D'ailleurs, avant, je ne sais plus si c'est comme ça encore aujourd'hui, mais avant, en fait, on défrayait un peu d'argent en disant « Bon, tu veux faire une BD ? Super, c'est quoi ton projet ? C'est ça ? Très bien. Moi, je pense qu'on va le vendre peut-être, allez, 300 exemplaires de ta BD. En bénéfice, ça fait à peu près ça. Je te propose de te payer 1000 euros sur ta BD, 2000 euros. Tu la produis dans le temps à peu près que tu veux, moi, et 2 ans. Donc je donne 2000 euros maintenant. Dans 2 ans, tu me donnes une BD. Donc 2 ans plus tard, on donne la BD. Processus créatif relativement libre, là, du coup. Et ensuite, sur les ventes, ils touchent rien. En fait, ils touchent rien jusqu'à ce qu'ils aient remboursé les 1000 euros, entre guillemets. Et à partir des 1000 euros de bénéfices gagnés, là, ils recommencent à toucher. C'est comme ça que fonctionne l'édition française. Donc c'est un peu complet. Pourquoi je dis tout ça ? Parce que du coup, le processus de création de cette BD a suivi ce modèle-là. Le modèle, tu prends ton temps, tu fais ce que tu as envie, tu proposes l'histoire que tu veux, et normalement, tu te fais suivre par ton éditeur qui veut bien, du coup, faire ça. Alors, la BD, ça commence à changer, hélas. Maintenant, il signe plusieurs tomes avec un délai imposé. Oui, c'est ça. Alors, j'avais dit 2 ans, mais en vrai, je sais qu'il y a des délais imposés. Alors, ça dépend des auteurs, etc. Mais oui, en plus, tu peux signer... Alors, plusieurs tomes, c'est plus rare. Ça dépend si t'es connu, par exemple. Mais quand tu commences... Bon, Ogrette, je pense que tout le monde voulait le signer, mais... Donc, Smoke est né un peu dans ce contexte-là, où Ogrette a visiblement eu toute la liberté de parler de ce qu'il voulait. Alors, on est dans un monde futuriste, dystopique, assez angoissant. On est très, moi j'ai l'impression d'avoir un condensé de plusieurs épisodes de Black Mirror. Si vous connaissez la série, qui est pas mal du tout, je vous la recommande. On est dans un futur assez lointain. Je pense qu'on doit être dans les 100, 200 années dans le futur. Et en fait, les IA ont complètement pris l'ascendant sur notre vie. Il y en a partout, humanoïdes ou pas humanoïdes, mais les IA sont partout, les robots sont partout. Et en fait, on commence la série sur un jeune garçon qu'on estime qu'il est malade. Il est malade parce qu'en fait, il pense à autrui. Et en fait, on lui explique que dans le futur, en fait, le temps est tellement précieux, le temps humain est tellement précieux que tu n'as pas le droit en fait de t'inquiéter des autres ou de prendre le temps pour les autres. Et donc du coup, on va voir ce jeune garçon dans les premières pages, c'est assez édifiant. En fait, on va le comme il est malade, voilà, c'est ce jeune garçon qui est ici. Et comme il est malade, ce jeune garçon, malade mentalement, il est stupide à imaginer qu'il doit pouvoir aider les gens. Et ben on va l'opérer et en fait on va le rendre un petit peu. Au début, il ressemble à ça. Ressemble à un petit robot on l'a remplacé un peu pièce par pièce, on a étudié son cerveau, et puis à la fin, il n'a plus rien d'humain, et on ne sait pas combien de temps s'est passé, mais il ressemble à une de ces lampes japonaises. Comment ça, il ressemble à une lampe ? Bah oui, à la fin, notre jeune garçon est un petit guide, là, un petit guide robotisé qui a oublié qu'il a été humain. Et en fait, cette petite lampe japonaise va aider Smoke. Donc il l'appelle Smoke, c'est pas son nom, mais il va aider Smoke, qui est un livreur du futur. Alors là, on rejoint un peu, je sais pas si vous avez joué au jeu Death Stranding, mais c'est tout à fait ça, qui est un livreur du futur, et ils vont traverser des mondes et des paysages futuristes les plus étranges les uns que les autres, avec des histoires les plus étranges les unes que les autres. C'est un futur horrible, hein, c'est un futur désespoir, c'est un futur où il n'y a plus rien d'humain. Et donc c'est un peu une quête initiatique de Smoke et donc de cet enfant qui est devenu un petit robot dont les souvenirs vont progressivement revenir doucement jusqu'à la fin de l'histoire et le but du voyage de cet homme de Smoke du coup. C'est plutôt bien, alors c'est très bien gratté. De toute façon, la couve est assez exceptionnellement belle, vraiment. Il y a du futuriste partout, du méca, du moins méca, avec un peu de folklore japonais. Moi, j'ai apprécié le côté folklore japonais.
Juste, voilà, hop là. Donc ça, c'est pour la côté méca, que je trouve vraiment bien fait. Il y a du folklore japonais, comme je le disais, notamment donc, le personnage, donc, le petit robot qui est devenu quand même un truc qui a fait lampe japonaise à fond. Alors il y a une page qui est très japonaise. C'est les créatures que vous voyez en dessous. C'est toutes des robots, en fait. On t'explique Smoke, qui est ici, il s'est entouré de plein de robots anciens, qui sont des premières générations, qui avaient une apparence qui a été visiblement fait par des japonais, parce qu'ils ont une apparence très japonaise. Donc comme je disais, c'est beau, hein, les planches c'est très 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 cool quand même. Il y a un côté science-fiction, robotisé, etc. Il y a un peu de philo, évidemment. Alors on vous explique par exemple, c'est là l'épisode de Black Mirror, que en gros, il parle d'une époque où tout le monde s'évaluait. Il parle de notre époque, où tout le monde mettait des likes ou des dislikes. Et qu'en fait, les gens ont pris les évaluations pour une sorte de justice. En gros, si t'étais aimé, t'avais des choses. Et puis si t'étais pas aimé, si t'avais des dislikes, tu finissais à la poubelle. Et donc du coup, l'humanité s'est partagée en deux. Ceux qui arrivaient à avoir des likes et ceux qui n'arrivaient pas à avoir des likes. Et donc du coup, il y a toute une explication comme ça sur comment ce monde a un peu déconné entre les IA et les réseaux sociaux finalement. En fait, quelque part, ils nous accusent à nous, notre présent là actuel, d'avoir initié ce monde-là où l'humanité, tu la cherches encore. Je me souviens que Caro, dans sa chronique du Cri du Mochi, avait un peu dit ah ouais, et puis la place de la femme, elle est bof. Alors, la place de la femme, elle est vraiment anecdotique. À un moment, elle est expliquée. En gros, on vous dit que comme qu'il n'y a plus d'amour, parce que les IA humanisées ont remplacé les femmes, parce qu'elles sont plus dociles, et que du coup, en fait, c'est plus une critique de l'homme que de la femme. C'est pas de dire les femmes, comme elles sont pas dociles, elles se sont retrouvées toutes seules. C'est de dire les mecs, ils voulaient tellement des trucs dociles qu'ils ont fini par se taper des robots et abandonner les femmes. Donc, du coup, c'était pas Caro. J'ai un petit doute. C'était. Non, je vais pas y arriver en milieu d'une chronique de sortir un prénom. Et je crois que c'était Caro. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui dit. Donc oui, dans le futur, les femmes en fait font des enfants en fait choisissent un homme, ils font un enfant par assimilation artificielle dans une éprouvette au loin. Ouais, je me demande si c'était prof. C'est Rilou. Merci Arki. C'est Rilou qui a pour la chronique, je pense. Et donc il y a plus d'amour, il y a plus de lien entre les hommes et les femmes. Enfin, c'est un peu expliqué comme ça qu'il y a plus de lien entre les hommes et les femmes parce que les hommes sont concentrés sur juste le plaisir physique et que point. Donc c'est plutôt une critique sur les hommes, je trouve. Après, est-ce qu'on va par là? Tiens, par exemple, c'est vrai que c'était plutôt intéressant. Enfin, moi, je trouvais franchement, c'est dit... Voilà, mais c'est chiant, une personne complètement soumise. Alors, moi, oui, je trouve. C'est une critique qu'on entend aujourd'hui chez les masculinistes. Alors, n'écoutez pas ces gens-là, ils disent que des conneries. Mais un des trucs que disent les masculinistes, c'est justement ça. Ils disent, les femmes mettent la barre trop haut. Les femmes, les réseaux sociaux vous sont montés à la tête et vous demandez trop, en fait. Là où les femmes disent non, en fait, maintenant on demande juste le minimum vital. Maintenant on ne se laisse plus faire et on ne veut plus du médiocre. Et donc, effectivement, pour les masculinistes, c'est plutôt vous allez vous retrouver toute seule parce que vous n'allez jamais trouvé, vous avez un idéal tellement haut que vous ne trouverez plus personne. Et donc, c'est une connerie de faire ça. Là où les femmes disent on préfère être seule que mal accompagnée, donc du coup, va te faire foutre, on va pas descendre nos standards, on en a marre, ça c'était déjà pas très haut, donc voilà. Voilà, mon Dieu, des gens qui veulent avoir des standards. Elles se battent pour le 1%. Ouais, les mascus sont juste trop bas sur l'échelle. Ouais, c'est un petit peu ça. Mais donc, Smoke, je trouve que dans la BD, à un moment, c'est ça qu'il dit. Il dit les mecs, comme ils n'arrivaient plus à niquer comme ils voulaient avec des nanas douces et soumises, du coup, ils se sont rabattus sur les robots. Et les femmes, quant à elles, pour faire des enfants, elles ont des éprouvettes, donc ça va. Ouais, s'il y a des gens, ils sont capables de l'être, alors faites un effort. C'est exactement ça. Bon, de toute façon, les masculinistes, j'ai vu, là, les chiffres sont catastrophiques, cela dit passant. Donc voilà un peu la place de la femme dans Smoke, effectivement. Enfin, c'est pas la place de la femme, c'est les relations hommes et femmes en fait, n'existent quasiment plus. Enfin, on t'explique qu'il y a un truc un peu bizarre qui est pas... Alors aussi, ils expliquent quand même qu'elles sont un peu désespérées. Non, pardon, j'exagère. Ils disent quand même qu'elles sont un peu désespérées et que quand elles se trouvent un partenaire, même s'ils se voient pas beaucoup, elles sont prêtes à mourir pour ce partenaire. C'est-à-dire que quand ce partenaire meurt, elles font à quoi bon vivre, et bon, ça s'arrête là pour elles aussi.
Bon, j'ai pas poussé la réflexion sur le reste du monde, mais j'ai pas senti que c'était horribiliste non plus. Enfin, si, c'est horrible, bien sûr, mais j'ai pas senti que c'était une critique des femmes. J'ai senti que c'était une critique de la société, des relations dans les femmes, qui était pas inintéressante. En tout cas, je l'ai pas senti comme ça. Après, Ogrette, c'est pas le plus fin du fin au niveau des nanas, hein, mais là, je sais pas, en plus, je le trouvais, il est dessiné vachement bien. Là où les hommes finissaient tous dans des morts un peu, vous allez voir, il y a pas mal de gens morts. Et les hommes semblent être tous morts dans des conditions atroces de violence. Les femmes, elles, sont toujours très belles, dans des très beaux cercueils, et toujours magnifiques. Voilà. Et il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que la première planche commence sur la langue des signes et finira sur la langue des signes, et finalement sur la communication. Et ça, j'ai trouvé que c'était un très beau message. Au final, Smoke, c'est pas mal du tout. Tu sens que ça a été bien réfléchi, tu sens que ça a été très bien gratté, que ça a été vraiment, je dirais peut-être pas l'œuvre d'une vie, mais tu sens qu'Ogrette, il y a mis toutes ses tripes. Rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de le lire. Après, c'est ultra philosophique, mais la science-fiction l'est très souvent. Il y a des passages un peu difficilement compréhensibles. Bah, notamment, ils ont transformé donc le gamin en robot. Et tu te dis, pourquoi? Enfin, si tu comprends, parce qu'il pensait qu'il était malade, qu'il fallait l'opérer, qu'il fallait changer des trucs. Mais c'est assez atroce. Enfin, tu vois, on a transformé un gamin en un petit robot. En mode comme s'il n'avait pas, il avait pas le droit sur son propre corps, en fait. C'est comme s'il avait, ouais, il avait pas le choix. Et on l'a dépossédé de son humanité juste parce que, en fait, il s'inquiétait pour les autres. Donc j'avoue qu'au début, tu es là, tu fais bah non, faites pas ça en fait. Il est gentil le garçon. Donc c'est juste le début, je l'ai trouvé un peu exagéré. En mode, même ses parents, on avait rien à foutre. Ah oui, bah allez-y, opérez-le. Retirez-lui ses organes, transformez-le en robot, genre Osef. Voilà. Donc c'est ça un petit peu Smoke. Comme je disais, 17,95€. Bon, c'est le prix d'une BD, ça les vaut. Le dessin est vraiment magnifique. Même la main, là, vous regardez la main de la couve, elle est incroyable. Ouais, la fin est sublime. La fin, j'ai beaucoup aimé la fin. Mais cette main-là, elle est super bien dessinée. La fin est sublime. Le pourquoi du comment du voyage initiatique de Smoke est juste dingue. Enfin, tout, le lien entre le vivant et tout. Enfin, je suis hyper... Enfin, vraiment, j'ai trouvé qu'il a... Autant il y a 2-3 passages où j'étais là un peu en mode, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il a fumé quoi? Mais là... Oh, puis la planche de fin. Non, c'est bon. Il est bien. Merci Orange, du coup. Voilà, les pièces du puzzle se sont assemblées et là, mon cerveau a explosé. Merci de me l'avoir acheté. Je suis contente de l'avoir lu, tu vois. J'aurais été triste de peut-être passer à côté parce que moi qui aime beaucoup la BD et notamment la science-fiction, bah tu vois, c'était exactement dans les BD que je lis et que j'aime. Donc voilà. Donc merci beaucoup pour ça. Et je rappelle, la traduction c'est de Rodolphe Giquel et le lettrage de Eric Montesino, ça a dû lui changer. Eric qui fait d'habitude de la BD, du manga, j'avoue. C'est sorti le 30 janvier et on va passer à la dernière chronique.